C'est nous qui vous remercions, docteur. Sans plus attendre, Monsieur Diebold et son équipe qui va nous parler de Sacha. Alors, je lui laisse le soin de présenter, et comme il est bavard et qu'il parle très bien, il va m'éviter d'avoir à le faire. En fait, je me posais la question, qu'est-ce que je viens pouvoir vous dire après tout ce qui s'est dit ce matin, si ce n'est peut-être de vous proposer une méthode qui pourrait peut-être nous permettre d'avancer, de construire un savoir-faire par rapport à toutes les problématiques qu'on a vues ce matin. En tout premier lieu, je voudrais vous présenter l'équipe Sacha avec Fabienne Versini, qui est infirmière DE et qui est coordinatrice de Sacha, Jean-Luc Kawassive, qui est médecin coordinateur pour Sacha, et A.G. Célestin Lomo, qui est maître de conférence à l'Université de Strasbourg, notamment dirigeant 2 masters sur sport, handicap et santé. Je voudrais également inclure quasiment dans l'équipe Sacha, en tant que participant très actif depuis le début de la réflexion Sacha, c'est-à-dire en 2012, Dr Magnin du Conseil général et Madame Schmidt-Beaufils, cadre de direction à l'hôpital de Pfastatt, ainsi que Laurent Petit de l'HAD, qui va vous présenter l'HAD tout à l'heure, et Monsieur Habert de l'ARS. Monsieur Habert de l'ARS qui, en 2012, a primé le projet Sacha, ce qui nous a permis de rentrer en contact avec Pascal Jacob, et nous sommes très fiers d'avoir pu participer à l'élaboration de ce qui s'appelle le rapport Jacob, qui a été déposé auprès de la ministre de la Santé. Merci. Voilà, on peut passer à la première diapo. Donc Sacha, c'est le système d'accompagnement aux soins pour personnes handicapées et leurs aidants. Lorsqu'on parle de système, le système serait vide sans l'activité des partenaires qui le font fonctionner. Donc c'est un système, c'est-à-dire c'est une proposition de méthode et de réseau pour que les acteurs puissent le faire fonctionner. Et le but, c'est d'élaborer un savoir-faire, voire même une expertise sur ce terrain qui est la grande complexité de l'accès aux soins des personnes handicapées. On peut passer à la prochaine diapo. Voilà, pour illustrer cette complexité, nous vous proposons cette image. Cette image pour vous dire que l'accès aux soins a ça de complexe qu'il réunit 3 acteurs, 3 instances aussi, qui sont la personne pas encore, s'il vous plaît. Oui, je vous propose vraiment de nous arrêter un peu là-dessus, parce que le vide qu'exprime cette diapo est évidemment le nœud du problème. Comme l'a bien mieux que moi exprimé Pascal Jacob. Donc les 3 instances en présence lors d'un accès aux soins, lors d'une démarche de soins, sont la personne handicapée, le médecin, l'aidant, placez-les où vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Le challenge dans cette rencontre, c'est qu'en est-il de la confiance qui se passe entre les uns et les autres. Chacun, s'il n'est pas préparé à cette rencontre, étant devant sa propre problématique, sa propre peur, je pense qu'on peut parler de peur, sa propre peur. Le médecin, s'il voit une personne handicapée lui dire « je ne veux pas qu'on me touche », voyant la complexité qu'il va devoir gérer, aura qu'une envie, c'est de dire « vous voyez, il ne veut pas que je le touche, je ne peux donc rien faire ». Il s'adressera pour ça plutôt à l'aidant qu'à la personne handicapée. L'aidant étant dans une grande problématique de savoir-faire vis-à-vis du médecin,
souvent accompagne la personne chez le médecin en disant « voilà, occupez-vous-en, il a mal au ventre ». Avec ça, un médecin ne va pas pouvoir agir. Et la personne handicapée a très probablement, surtout si elle doit être accompagnée, a très probablement un passé légèrement quand même, on va dire traumatisant, en tout cas, un parcours de difficulté à chaque fois qu'il était devant une blouse blanche, ce qui le fragilise bien sûr. Donc à partir de là, la question qui se pose, c'est que pouvons-nous faire? Et là, on peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est nous organiser. Essayer de nous organiser en partenariat, c'est-à-dire essayer de nous parler avant de nous rencontrer. Pour ça, Sacha propose une méthode, propose 2 réseaux. Les 2 personnages que vous voyez se tenir la main symbolisent les 2 réseaux de l'accompagnement, le réseau santé et le réseau de la personne. Parce que le réseau propre à la personne va être un élément très important dans cette méthode et l'accompagnant principal de la personne, l'aidant, aura vraiment un rôle de chef d'orchestre du réseau de la personne, c'est-à-dire qu'il saura mettre en relation les uns et les autres pour telles problématiques qui devront être mises en relation. Ensuite, ce sont des outils. Le stéthoscope symbolise les outils Sacha, qu'on va voir d'un peu plus près à la diapo suivante. Pas encore tout de suite, mais à celle qui va suivre. Sacha n'aurait pas pu se construire sans le groupe Recherche Action. Sacha a eu le bénéfice d'être financé par le CCAH de Paris pour sa première création des outils. Et donc a pu mettre par ce biais en place un groupe Recherche Action, parce que le challenge de Sacha, c'était qu'il devait proposer une méthode et des outils qui soient reproductibles ailleurs, sachant que le terrain d'expérimentation se déroule à l'association Les Papillons Blancs, Mulhouse, mais il est conçu pour s'ouvrir à l'extérieur et donc reproductible à l'extérieur et concerner tout le champ du handicap, pas seulement le handicap mental. Pour plus de précision, je vais donc donner la parole à M. Agé Célestin Lomo. Bonjour à tous. Juste dire 2 mots du groupe de recherche Action. Évidemment, on a travaillé avec une trentaine de personnes qui étaient inscrites, avec une vingtaine de personnes toujours présentes dans ce groupe, avec 2 idées essentielles. D'abord, avec une approche qui est une approche participative dans le domaine de la santé, en faisant remonter des éléments qui venaient de la base vers... ensuite en les faisant diffuser à l'ensemble du groupe, et surtout aussi avec une approche qui me semblait très utile lorsque j'ai pris le pilotage, le copilotage de ce groupe de recherche, c'est en adoptant une méthodologie qui est celle de la santé communautaire, en disant effectivement que l'ensemble des participants pouvait, de sa position, apporter quelque chose à l'évolution d'un système de cette implémentation-là au sein des Papillons Blancs. Et c'est pour ça qu'il y a quelques-uns qui ont participé au groupe de recherche. Je pense à certains membres du conseil d'administration des Papillons Blancs qui sont en même temps parents, à des gens, monsieur Dibold le disait avant, de la HD, des médecins, des infirmiers, des éducateurs, des gens également qui étaient tout à fait dans d'autres fonctions, des gestionnaires de tutelle et de curatelle, qui permettaient effectivement de pouvoir avoir une méthodologie où on a travaillé sur des focus group. Ce qui nous a permis à la fois de dégager des instruments dont parlait Daniel Dibold avant, à la fois la rédaction d'une charte Sacha, qui était l'émanation de ces différentes instances, la rédaction ensuite, dont on parlera un peu plus loin, de conventions, avec, je pense notamment à ce travail long de discussion avec l'hôpital de Fastat sur l'adoption d'une forme de culture commune, parce que la difficulté de ce travail-là, c'était d'adopter une culture commune entre le médico-social et le sanitaire. Je pense notamment, on a une longue discussion sur la question, qu'est-ce que c'est que la prise en soin ?
qu'est-ce que c'est que la prise en charge. Le débat, il était là. Et donc, il fallait donc trouver entre les éducateurs et les médecins le point d'achoppement et la manière de travailler ensemble. Et ce qui me permet aussi de réfléchir en évoquant cette question de la prise en charge, de la prise en soin, de rebondir sur quelque chose que M. Jacob a dit avant, sur les corps qui ne parlent pas. Je suis moins dans cette idée que les corps ne parlent pas. Je pense plutôt qu'il y a une question, et c'est aussi le débat qu'on a eu durant ces discussions-là, un déficit d'altérité, un déficit de compréhension de l'autre. Le corps signe toujours quelque chose. Même la question du silence est un signe de quelque chose. Et là, je reprends les mots de David Le Breton sur ces questions à la fois du signifiant et du signifié sur lesquelles il faut justement travailler dans le cadre du handicap. Et c'est pour ça que ce groupe de recherche-action, qui a eu une quinzaine de séances de 3 à 4 heures, parfois très difficiles, très enjouées, mais qui a permis finalement de mettre en place les conventions, de rédiger le passeport santé dont on vous parlera dans quelques minutes, et surtout ensuite l'optique du groupe de recherche-action tel qu'on le voit au sein des papillons blancs ensuite, c'est de pouvoir retravailler pour les années qui viennent à l'extension de la méthode Sacha vers d'autres établissements, d'autres institutions qui soient à la fois du handicap mental, mais également d'avoir cette vision un peu plus globale, holistique de la question du handicap dont parlait Daniel Diebold avant, à la fois l'instance qui est celle de l'aidant, la perception que la personne elle-même a de sa maladie, et ensuite aussi, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, sur lequel on essaie de travailler, sur la question de l'accès réel et l'accès théorique, et sur la question des dysfonctionnements qui peuvent se produire et qu'on peut facilement aussi faire sauter une fois qu'on a institué ensemble un dialogue. Merci. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Voilà. Donc, Sacha, du point de vue de son existence actuelle, fonctionne comme ça. C'est-à-dire que c'est d'abord une méthode. Alors, A.G. Célestin, Lomo vient de vous dire que le corps parle. Bien sûr, je pense que nous sommes tous d'accord que le corps parle, mais encore faut-il arriver à entendre ou à voir ce qu'il dit. Et c'est là toute la difficulté. Et Sacha développe des actions autant qu'il peut, parce que nous sommes évidemment dans un domaine où chacun fait ce qu'il peut et du mieux qu'il peut. Nous développons, pour ce qui est de l'aspect prévention, des outils qui permettent d'observer au long cours, à travers des activités, d'observer peut-être des régressions, peut-être des difficultés physiques, pour qu'on puisse voir d'éventuels problèmes de santé, les détecter. Donc ça, c'est pour la prévention. Ensuite, nous travaillons évidemment le dépistage et vraiment nous remercions Andy Dan d'avoir pu travailler avec eux. L'année dernière, on a fait, Andy Dan est venu dans le Haut-Rhin faire du dépistage de toutes nos personnes et à notre grand étonnement, toutes nos personnes, y compris les personnes de l'ESAT, sont venus très volontiers faire ce dépistage, n'ont manifesté aucune crainte, mais vraiment une envie. Et donc ce dépistage a permis d'avoir maintenant une fiche par personne et de savoir ce qu'il s'agit de faire pour chaque personne en matière dentaire. Pour l'exemple de Andy Dan, par exemple. La culture commune est vraiment quelque chose à développer. Si nous avons tout de suite dès le début du projet Sacha travaillé avec d'abord un infirmier et ensuite avec Fabienne Versini, infirmière, c'est parce que pour faciliter les contacts avec le milieu médical, avec un infirmier et une infirmière, il est plus facile de rentrer en contact qu'avec un éducateur spécialisé. Encore que, là, je voudrais quand même, du point de vue des conventions et des fiches de partenariat que nous avons déjà signées à l'heure actuelle, vous les trouverez sur la plaquette qui sera accessible, qu'on pourra vous distribuer pour ceux que ça intéresse. Je voudrais quand même saluer l'accueil que nous recevons dans les hôpitaux et dans les services médicaux. Vraiment, c'est un accueil non seulement à bras ouverts, mais aussi très intéressant, de co-construction.
Et nous organisons la première journée de formation Sacha médical, médico-social, 6 intervenants médicaux, 6 intervenants médico-sociaux, le 16 avril prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Il sera question à ce moment-là de lancer la base de ce qui s'appellera le mode d'emploi de l'accès aux soins, qui sera un outil que nous allons élaborer progressivement au fur et à mesure des moments des démarches d'accès aux soins. Les fiches de partenariat relèvent pointent l'organisation précise avec un service, mais le concret, les démarches concrètes petit à petit vont nous permettre de rédiger le mode d'emploi de l'accès aux soins. Voilà, je vais maintenant donner la parole à Jean-Luc Kawassiv qui va mieux vous parler du réseau santé autour de Sacha. Une question d'abord, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle à part M. Carmin? Ben, ça ne fait pas beaucoup. Voilà. Hein, Monsieur Jacob. Bonjour. Il y a de la télémédecine, oui, ben c'est le cas aujourd'hui. J'espère qu'on va arriver à soigner nos partenaires qui sont loin. Monsieur Dibolt en a déjà un petit peu parlé. Le réseau santé, d'abord à qui il s'adresse? Il faut quand même savoir que Sacha, on en est au début, hein, on en est vraiment aux prémices. On s'occupe d'un public handicapé mental, orienté MDPH bien sûr, la plupart du temps, adultes donc, et secteur on va dire de foyer d'hébergement pour travailleurs jusqu'à un FAM, hein, une femme qui vient d'ouvrir à Mulhouse. Ça c'est la première chose. Pourquoi est-ce que M. Dibolt a pensé à Sacha? Ben, simplement pour partager des éléments et avoir une culture commune. Hein. C'est vrai que nous sommes 3 larrons dans l'histoire. Hein. Il y a la personne handicapée, il y a le médical avec tout ce qu'il a de prétentieux et de sachant et de peu partageant. Et l'accompagnant, l'éducateur spécialisé qu'on laisse à la porte, qu'on ne veut pas laisser rentrer dans le box. On parlait des parents ce matin, M. Jacob, et il y a d'autres parents ici, M. Hurley. C'est vrai que, je dirais ancien médecin, oui, vieux praticien, mais ancien médecin hospitalier, je n'avais pas été formé à accepter ces choses-là. Et maintenant, je me heurte à ces mêmes portes. Enfin, disons de moins en moins, parce que si on ne peut pas rentrer par la porte principale, on prend celle de côté. C'est de l'activisme, et on est tous là pour ça. Donc, pour qui et pourquoi? Comment c'est des conventions. La mode est en convention, sûrement une mode, mais c'est une nécessité. Ça permet de préciser les choses de façon légale, de façon pérenne aussi, et avec des indicateurs. Hein. C'est quelque chose on est obligé de se rencontrer une fois par an, de faire le point, etc. Et ça permet de rendre des comptes à nos associations, de rendre des comptes à nos partenaires, de rendre des comptes à nos financeurs, hein, quels qu'ils soient. C'est très important. Mais les conventions, c'est un peu, je dirais, un élément politique. L'élément pratique, pragmatique, c'est la fiche de partenariat. Comme l'a dit M. Dibolt, c'est quelque chose qui va se mettre en place, même si on passe une convention avec un centre hospitalier, on va après avoir une fiche de partenariat avec tel et tel service. On va voir tout de suite comment. Un autre élément, c'est, on l'a dit, convention, fiche de partenariat. La déclinaison de la fiche de partenariat, ça sera, on a commencé à l'aborder, des formations-informations. On ne va pas se lancer dans un partenariat avec un service hospitalier sans avoir discuté. Et là, ce n'est pas de la télémédecine, on va les voir, on discute. Et on était un peu inquiets, puis finalement, on est très très bien reçus. M. Dibolt l'a déjà dit, on est très très bien reçus. Et tout de suite, les soignants nous demandent, nous posent des questions. Et, enfin, pose des questions aux équipes, aux éducateurs, parce que bien sûr, ce n'est pas une formation qui vient d'en haut, quelque chose d'ex cathedra, hein, ce n'est pas une formation universitaire qu'on va faire, c'est quelque chose qu'on va partager des éléments. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quand même, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Donc, plusieurs éléments. Une parenthèse, en 2008, dans le Bas-Rhin, mais c'était ouvert à tout le monde, il y avait eu, sous les auspices de l'ADAPI et des US de Strasbourg, une journée de sensibilisation à l'accueil des personnes handicapées.
Le petit amphithéâtre de la faculté de médecine, il n'y a pas loin de 500 places, était plein, avec des directeurs, pas que des soignants, des directeurs, des infirmières et même des usagers de personnes handicapées. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on refasse. Donc les conventions actuellement en cours, ma foi, vous les voyez sur l'écran, le centre hospitalier de Pfastatt, qui est le plus proche du foyer de Mulhouse, dans l'ordre et dans le désordre, c'est la médecine polyvalente, je dirais, et la polyclinique qui sont les éléments phares, parce que ce sont eux qui prennent les gens en premier recours. Les soins palliatifs, si jamais on en a besoin. La dictologie, c'est pas tant pour les problèmes d'addictologie pure que sur la méthode de réception des gens et des formations qu'on va pouvoir faire avec eux. Avec le diaconat, nous avons tout récemment signé une convention à propos de la cardiologie. Une parenthèse pour les directeurs qui sont là ou les infirmières, la cardiologie est obligatoire dans notre secteur puisque la majorité des gens prennent malheureusement des neuroleptiques ou des psychotropes, des médicaments antiépileptiques, et il faut une surveillance cardiologique régulière. C'est très important. SOS Main, bien sûr, c'est un élément moteur aussi par rapport aux travailleurs. La psychiatrie n'est pas absente du phénomène, parce que la psychiatrie, c'est beaucoup de nos usagers, c'est moitié de nos usagers qui ont besoin d'un regard, pas forcément d'un traitement, mais d'un regard et d'une aide et d'un consensus, pour éviter de trop médicaliser. Et le cahier des charges que nous passons avec la psychiatrie est bien respecté, c'est de diminuer la quantité de médicaments que prennent les gens. C'est très important. Nous y croyons et on y arrive très bien. Que ce soit les jeunes psychiatres ou les anciens psychiatres, ça marche très très bien. Le centre hospitalier de Mulhouse, vous voyez écrit imagerie médicale, gynéco, dermato, gastroentérologie et le secteur psychiatrique, bien sûr. On a pris ces éléments-là en évitant les urgences, parce que les urgences, c'est pour tout le monde pareil, ou presque. Ces éléments-là, parce que l'imagerie, faire une radio avec quelqu'un, M. Jacob l'a dit, une mammographie assise, c'est pas évident, mais il n'y a pas que ça, se coucher à plat dos sur une table, c'est pas facile, etc., etc. Gastroentérologie, parce qu'il faut faire des examens de dépistage, ça passe par une coloscopie. Faire une coloscopie depuis un appartement ou depuis un foyer, c'est pas simple. Depuis un hôpital, c'est plus facile. Quand on sait qu'on va passer 3 jours de préparation, si c'est bien préparé, c'est quand même très très intéressant. Je passe sur la gynécologie, c'est évident. Une parenthèse pour dire que ça se passe dans le Haut-Rhin. Dans le Bas-Rhin, nous sommes en train aussi de développer une convention avec le CMCO et avec les US pour faire participer les usagers qui en ont besoin, même des personnes polyhandicapées, à des consultations de gynécologie qui deviendraient spécialisées. Vous voyez, ça arrive même dans le Bas-Rhin et avec les US. En Didan, j'y reviens pas, c'est quelque chose qui est une évidence pour nous. Voilà à peu près les conventions que nous avons passées actuellement. Là, on parle beaucoup d'hôpital, on ne parle pas de médecine libérale. Nous avons un mal fou dans le Haut-Rhin, mais dans le Bas-Rhin aussi, à trouver des praticiens libéraux qui ont le temps. C'est même pas qu'ils ne veulent pas s'occuper de personnes handicapées. Ils n'ont pas le temps. Les kinés, c'est pareil. Là, c'est peut-être un petit peu le salaire qu'on leur propose. Mais voilà, toute la difficulté est là. Je ne parle pas des orthophonistes et autres professions. Une petite parenthèse militante, M. Jacob, concernant la formation. Il y a peut-être des directeurs ici. Si vous voulez payer des formations à vos praticiens ou à vos infirmières, les formations pour les médecins, c'est le Kremlin-Bicêtre avec une formation polyhandicap IMC. Pour les kinés, c'est l'Institut IMC de M. Le Métayer qui va former les gens aussi au handicap lourd, pour les fausses routes, etc. Et pour les infirmières, moi, je les enverrai volontiers au CESAP formation, pas pour qu'elles apprennent, mais qu'elles se rendent compte que ce qu'elles font, c'est déjà très bien, mais elles le comprendront par la suite. Voilà, j'en ai terminé par rapport aux conventions. Merci. Merci. Nous pouvons passer à la diapo suivante pour vous parler de l'outil central, c'est-à-dire l'outil le plus proche de la personne et de l'aidant. Tout à l'heure, nous parlions de carnet de santé. Nous l'avons baptisé Passeport Santé. Il y a actuellement environ 150 passeports santé Sacha qui sont en activité. Pour cela, je donne la parole à Fabienne Versini. Bonjour à vous.
Donc vous avez compris que le passeport santé, c'était l'objet que la personne handicapée gardait avec elle dès qu'elle se rendait en consultation médicale ou éventuellement, si besoin était, à l'hôpital. Alors c'est un classeur dans sa forme papier dont la réflexion tend vers une version informatisée mais dans le futur. À ce jour, le passeport santé est donc un outil qui facilite et coordonne le suivi des soins. C'est un outil, un trait d'union entre les trois parties en présence dont on a déjà parlé tout à l'heure. Il facilite également la relation entre la personne handicapée, les professionnels paramédicaux et médicaux. Il réduit ainsi la difficulté de communication puisque le passeport, dans son intérieur, pose les spécificités à prendre en compte lors de la prise en soin, ce qui peut, pour certaines personnes handicapées, même se rendre seules chez leur propre médecin. Donc vous comprenez que ce passeport facilite la coopération réciproque et la prise en charge également globalisée de l'usager. C'est un outil de liaison d'accompagnement, un outil facilitateur de la continuité, de la cohérence, de la prise en soin, puisque vous parliez, Monsieur Jacob, d'une sorte d'agenda. Et à l'intérieur, nous avons comme ça répertorié toutes les consultations et nous voyons quel est le suivi de chaque résident dans les spécificités, cardiologie, dentaire, etc. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Donc il favorise effectivement aussi la prise en compte de la personne handicapée dans sa singularité, puisqu'il modifie également le regard porté sur le handicap par une considération plus positive et respectueuse. Il pose aussi une autre dimension au temps. Il ralentit le rythme. Rien que de passer le passeport fait que, ah, c'est vrai, il s'agit de quelqu'un avec qui il faut prendre plus de temps. Il permet également une connaissance et une culture partagée entre le monde de la santé et le monde médico-social. Et en tout cela, il facilite effectivement l'efficience des soins. Et il répond ainsi à l'obligation réglementaire qui vise à renforcer donc l'accessibilité des soins et la meilleure coordination des parcours de soins et qui, quand j'ai lu un petit peu les lignes de votre charte, correspond bien aux items de la charte romaine. Voilà, et il reste un outil de traçabilité et également un outil qui diminue les coûts, puisqu'au lieu de retourner 3 fois en consultation pour le même objet, eh bien, il n'y en aura qu'une, et c'est tant mieux pour tout le monde. Voilà ce que je peux vous dire. Donc le passeport santé reste un outil actif, mais certes évolutif, qui s'adapte à la situation de chaque résident, mais il est sans doute encore un outil qui serait perfectible. Je vous remercie. Voilà. Merci de votre écoute. Je crois que nous avons utilisé le temps imparti. Malgré cette page de publicité. Donc s'il y a des questions, on rentre dans cette salle. Donc sur le stand des papillons blancs, Monsieur Jacob, vous pouvez intervenir dès qu'on vous aura donné la voix. Alors, Sacha, bravo. Moi, je vous ai connu à tout à fait début. Bravo, parce que quand nous avons été, dès le départ de la notion d'accompagnement, qui était resté un mot valise extrêmement difficile à gérer, je voudrais dire que moi, ce qui me surprend et qui me fait un plaisir immense, c'est que vous avez été capable de marier les bonnes pratiques. Je vois entre ce que vous faites, ce que fait la télémédecine, ce que fera la CHADé, ce que fait Andidan, ce sont des bonnes pratiques qui vont se marier et qui vont faire que, encore une fois, c'est ensemble qu'on réussira à bouger. Votre travail sur l'accompagnement doit être une notion d'anticipation. Et tout ce qui va faire une anticipation va nous permettre d'éviter de soigner trop tard. Aujourd'hui, c'est cette nature d'accompagnement, c'est cette nature de travail qui va faire que l'anticipation, comme vous le disiez, madame, va permettre de suivre cet agenda et de nous trouver dans des situations qui vont être de plus en plus
facile à comprendre et surtout utile pour les acteurs de soins. Le seul message qui m'a interpellé, c'est le nombre de médecins qui sont ici. Je vous remercie de l'avoir relevé. Nous avons un vrai problème. Nous avons un problème de sensibilisation. Nous avons un problème de recrutement. Et c'est probablement un peu de notre faute, parce que si ça ne marche pas dans ce couple médecin-acteur, c'est que nous, on n'a pas su bien passer les bons messages. Alors, il faut qu'on s'y mette tous. Il faut qu'on ouvre nos portes. Il faut que les étudiants de la médecine aient un lieu d'accueil dans les lieux de vie des personnes en situation de handicap. C'est trop léger encore. Et comment voulez-vous qu'ils viennent à un congrès s'ils ne savent même pas ce qui va s'y passer, s'ils ne comprennent pas? Je ne sais pas si vous avez lu certains rapports, c'est inaudible. Je vous demande de parler le facile à comprendre pour médecins. Et il y en a besoin pour eux comme pour nous. Mais là, c'est indispensable. Comment voulez-vous qu'on arrive à jouer dans la santé sans eux? Alors il faut qu'on arrive à ce qu'ils soient là, nombreux, et surtout sensibilisés et motivés par notre souci. Merci à tous. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Bon, j'ai quand même repéré quelques médecins de plus dans l'assistance, mais qui sont sans doute très timides. Alors, par rapport à l'anticipation, juste 2 mots. La fiche de partenariat est certainement l'outil qui nous permet de mettre cette anticipation en action. C'est-à-dire la fiche de partenariat, on en est à combien? On est à 7 ou 8 fiches de partenariat que nous avons signées avec des services médicaux. Nous mettons, j'ai entendu parler du numéro de téléphone du directeur des urgences ce matin. Alors là, c'est exactement le but de la fiche de partenariat, c'est que nous mettons le numéro de téléphone où notre interlocuteur va être accessible. Et on sait qu'à l'autre bout du fil, la personne qui va répondre connaît la méthodologie et la préoccupation Sacha et sera formée, sera sensibilisée à Sacha et aura une écoute, saura qu'il s'agira d'écouter des problématiques particulières qui vont peut-être s'exprimer. Et l'aidant qui téléphone pour prendre le rendez-vous a devant lui la fiche de partenariat et sait comment il peut accéder avec les difficultés qu'il connaît, que la personne qu'il va accompagner aura. On aura anticipé sur la fiche de partenariat les principales difficultés qu'on va rencontrer. Ce travail est à prolonger, il va se prolonger dans le mode d'emploi qui va s'écrire petit à petit. Merci beaucoup. Pour votre information, nous avons quand même largement diffusé cette réunion, enfin cette journée, y compris au travers de la FEAP qui a relayé notre message auprès de ses adhérents. Manifestement, ça n'a pas forcément porté au but, mais nous ne désespérons pas.